brièvement de l'écologie comme mouvement politique. Comme vous le savez, bien évidemment, il y a des enjeux planétaires, le réchauffement climatique notamment, la question du développement durable, la question que pose la pollution notamment. Toutes ces questions-là sont devenues des enjeux politiques, de sorte que des partis politiques ont émergé, surtout en Europe, donc des partis verts qui se consacraient spécifiquement donc à cette thématique. Et c'est une des rares thématiques justement des idéologies contemporaines qui a vu ces revendications donc se traduire, s'incarner dans des mouvements et des partis politiques qui visent donc à prendre le pouvoir ou du moins à faire élire des députés. Donc on est dans une logique de rupture avec le productivisme et de remise en question du capitalisme. Il y a plusieurs, en France par exemple, il y a plusieurs mairies qui ont maintenant donc des maires qui sont membres du mouvement Écologie Les Verts, donc, et ils sont souvent associés à la gauche, mais ça a fait en sorte que ces questions donc environnementales qui étaient marginales font désormais partie du débat et de la discussion collective. Donc ça, c'est grâce évidemment au poids politique que représentent les Verts, donc, et à la conscientisation des citoyens, des individus. Donc ça a permis cela. Et par contre, les Verts ont toujours du mal à, comment dire, à se démarquer, de sorte qu'ils n'arrivent pas à prendre le pouvoir, mais peut-être, en fait, ils n'arrivent pas à prendre le pouvoir comme tel, bien qu'ils arrivent à l'influencer, notamment dans des coalitions, comme on le voit en Allemagne, par exemple, ou en France, où ils ont une influence donc sur le débat politique, comme je le disais plus tôt. Au Canada, ça reste encore assez marginal, mais ça fait en sorte que les autres partis, il n'y a plus de partis en fait qui n'incorporent pas au sein de leur programme donc des mesures environnementalistes. Et il y a toujours le problème qui vient heurter les Verts, c'est celui de la compétition, si vous voulez, ou de la dichotomie entre la nécessité de protéger l'environnement et celle de créer de l'emploi. Donc, entre les gens qui ont pour priorité donc la défense de la planète, mais pour les autres qui ont de mettre du beurre et du pain sur la table. Et souvent, les deux viennent se heurter. On le voit par exemple au Canada, bon, vous savez, l'Ouest canadien, le Canada est un État pétrolier, donc, qui est très axé sur le développement de l'industrie du pétrole, notamment dans l'Ouest canadien, et ce qui n'est pas le cas au Québec, où on a plutôt développé, en fait, on n'avait pas les ressources pétrolifères, donc la question ne se posait pas, mais on a développé une expertise, donc, en hydroélectricité. Ce qui fait en sorte qu'un parti de gauche, comme le NPD par exemple, en 2015, défendait à la fois les jobs donc, dans l'Ouest, donc le projet Énergie-Est, tout en se disant environnementaliste. Donc ça crée des espèces de dichotomies comme ça où on essaie de résoudre la quadrature du cercle. Mais il faut bien comprendre que le Canada est un État pétrolier et qu'une grande partie de son développement économique est misé et basé là-dessus. Donc, originellement, donc, l'écologie, la conscience environnementaliste, c'est une critique donc du développement consumériste, donc de la société de consommation et de l'hyper-industrialisation que nous avons connue pendant les 30 Glorieuses, où on s'est développé notre confort, etc. Vous voyez les images des années 60, 70, les grosses voitures, 8 cylindres qui consommaient énormément de pétrole, disent. Et donc, ça, c'est fait sans égard pour l'environnement. Donc, il y a des gens qui étaient soucieux donc, de l'environnement qui ont commencé à se rendre compte qu'il y avait quelque chose qui clochait dans ce développement-là. Il y a plusieurs courants dans le mouvement écologiste, de sorte qu'on devrait parler des écologies comme on parle des socialismes ou des conservatismes, parce qu'il y en a plusieurs. Hein. Il y a un conservatisme social, conservatisme identitaire, donc il y a socialisme, social-démocratie, communisme, anarchiste, on l'a vu précédemment. Donc, c'est la même chose un peu chez les écolos. Toutefois, retenir, selon Lipless dans son livre « Qu'est-ce que l'écologie politique? La grande transformation du 21e siècle », donc qui a été publié chez La Découverte en 1999. Donc, trois principes communs rassemblent toutefois l'ensemble des penseurs
de l'écologie politique, c'est-à-dire la responsabilité, donc responsabilité vis-à-vis des générations futures et des acteurs non humains. L'autonomie, donc vis-à-vis de la technique et de l'économisme, et la solidarité. Donc, voilà les trois grands principes. D'ailleurs, je me souviens d'une phrase qui revenait souvent, qu'on attribue donc à un sage amérindien qui disait « Nous n'héritons pas de la planète de nos parents, nous empruntons celle de nos enfants. » C'est en 1972, en Nouvelle-Zélande, qu'est né le premier parti écolo. Winfried Kretschmann, donc, qui était un membre des Verts allemands, donc, et a pris la tête, donc, un des plus grands L'Inde allemand, donc, le Bad Württemberg en 2011. Donc, pour vous montrer que des premiers balbutiements, on a pu assister donc à quand même une poussée politique assez importante qui a fait en sorte qu'on a pu vraiment prendre le pouvoir dans certains landres qui seraient l'équivalent de province au Québec. Bon, cela évidemment est imputable aussi le fait que les partis puissent prospérer ou non, comme ça ne fonctionne pas vraiment au Canada. Et ça a pu fonctionner donc en Allemagne, mais pas vraiment en France, ni en Grande-Bretagne, ni aux États-Unis, par exemple. La raison est simple, c'est le système électoral. Donc, dans un système électoral proportionnel, où pour aller vite, là, où les sièges sont redistribués en fonction de la proportion des votes. Donc, comparativement au système uninominal un tour qui est le nôtre, là, qui favorise donc le bipartisme, c'est le système anglais, donc qu'on voit dans les anciennes colonies anglaises, donc le Canada, le système états-unien aussi, évidemment, la Grande-Bretagne, etc. Quoi qu'on en dise, depuis la création donc, du premier parti en 1972, l'essor est quand même très important en Europe. Comme je le disais précédemment, donc il y a des mairies maintenant qui sont ouvertement, sans jeu de mots, ouvertement écolos, sont souvent taxés par des observateurs de la scène politique d'être de mèche avec ce qu'on appellerait, de ce que certains d'aucuns appellent l'islamo-gauchisme, concept controversé pour les uns, réalité tangible pour les autres. Je ne vais pas entrer dans ce débat-là. On voit que bien qu'il ne soit pas un parti proprement écolo, par définition, le Parti Projet Montréal, par exemple, qui met de l'avant donc l'utilisation de la bicyclette, les pistes cyclables, etc. Donc, s'inscrit évidemment dans ce courant-là. Donc, évidemment, il y a les Verts au Canada, mais encore là, pendant les élections, donc les Verts ont dû mettre de l'eau dans leur vin pour pour ne pas être rayés de la carte. Donc, ils doivent faire parfois des compromis qui, des fois, sont un peu paradoxaux, comme défendre l'industrie pétrolifère dans l'Ouest canadien, comme si le premier parti écolo est né en 1972, ce n'est pas étranger non plus au fait que le mouvement écologique a vu son apparition aussi pendant cette période-là. Donc, le Club de Rome, qui a été fondé en 1972 et qui a publié un manifeste important donc pour le mouvement vert. Le manifeste s'appelle « Les limites de la croissance ». C'est aussi donc à cette époque-là que va naître Greenpeace et que va naître aussi les Amis de la Terre. Donc Greenpeace, dont un membre célèbre était Stephen Guilbeault, qui est aujourd'hui député dans Laurier-Sainte-Marie et qui, tout le monde pensait en fait qu'elle allait être nommée ministre de l'Environnement. Tous les gens pensaient ça, donc ça a été un peu ce qui a été sous-entendu dans la campagne de Justin Trudeau. Et une grosse déception pour plusieurs. En fait, il a été nommé ministre du Patrimoine. Plus tard, des analystes, c'est assez drôle de voir des analystes politiques qui nous disaient à la télé que c'était prévisible, qu'on ne pouvait pas le mettre là parce que ça aurait créé une onde de choc, ça aurait trop heurté l'Ouest et les députés de l'Ouest notamment, et ça aurait envoyé un signal qu'on est contre le développement économique, etc. Or, ces spécialistes-là ont tous dit ça après les faits. Il n'y en a pas un qui avait prédit, c'était prévisible, mais il n'y en avait pas un qui avait énoncé cette prévisibilité-là, dis-je.
À l'époque aussi, je me souviens, un chanteur Renaud qu'on écoutait, qui avait été militant des Verts, donc à un moment donné, dans une chanson, il disait je serai jamais militant, je serai plus un militant vert parce qu'ils sont manipulés par les rouges ou les blancs. Donc, on les accusait d'être, c'était à l'époque où il y avait encore le monde bipolaire, URSS versus le monde libre, dit libre en tout cas, et on les accusait souvent les Verts d'être manipulés par les communistes. Donc, souvent, il y avait des infiltrations donc idéologiques, des grands courants qui, euh, qui dominaient le monde politique. Mais ce qui est important de retenir, c'est que si l'écologie était une vision du monde assez radicale, donc qui prônait la décroissance et qui n'a pas réussi à s'imposer comme force politique, bien que comme Conscience a réussi à infiltrer les partis dits traditionnels, ces partis traditionnels misent quand même, qu'ils soient de gauche ou de droite, sur le développement, donc sur le développement, que ce soit chez les communistes, que ce soit chez les conservateurs ou les libéraux, on misait toujours donc sur le développement et la consommation, en tout cas du côté des capitalistes, mais l'industrialisation aussi du côté des communistes. Toujours dans la perspective occidentale de l'idéal du progrès, donc de la technologie. D'ailleurs, pour ce qui est du progrès de la technique, là, il faut lire Jacques Ellul, mais je vous en reparlerai à un autre moment. Mais si vous voulez aller plus loin, Jacques Ellul, E-L-L-U-L. Donc, ces deux grands courants écolos, donc l'écologisme libéral et l'écologisme dit radical. Donc, l'écologisme libéral propose donc de diminuer considérablement notre surconsommation de ressources non renouvelables en privilégiant par exemple des sources alternatives et en modifiant nos habitudes de vie. Donc, il vise aussi donc à une prise de conscience des individus par rapport à leur consommation. Également donc à forcer les entreprises à respecter donc davantage l'environnement et à introduire des mesures plus ou moins coercitives, donc plus ou moins contraignantes, là, ça dépend des gouvernements, pour forcer donc les dites compagnies à adopter des mesures plus amicalement vertes, si vous voulez, ou plus amicalement, ou plus environnementalement amicales, pour reprendre une expression anglaise en français. Certains sont plus radicaux que d'autres, selon leur position sur l'échiquier, de gauche, centre, centre-gauche, centre-droit ou droite, là, comme on le voit au Canada. La plupart, donc, épousent la cause de ce qu'on appelle le développement durable, qui est un modèle qui met en place donc des politiques publiques, je cite, incitant à consommer moins et mieux en prévision de l'avenir, au moyen de technologies moins polluantes et d'habitudes de vie plus respectueuses de l'environnement. Ça, c'est pour l'écologie, l'écologisme dit libéral. Donc, on a tous entendu parler de Greta Thunberg, donc cette jeune étudiante qui est qui est la figure de proue, donc d'un mouvement qui a vu naître des milliers, des centaines, en tout cas, de manifestations et des milliers d'individus prendre part à ces manifestations-là en question. Mais le 28 septembre 2019, peut-être que vous y étiez, il y a eu lieu à Montréal donc une marche pour le climat qui a réuni entre 450 000 et 500 000 personnes. Donc on dit que c'est la plus grande manifestation de l'histoire de la ville de Montréal. Peut-être que vous y étiez. On s'est peut-être même croisés. Pour vous dire que pour la plupart des écologistes, donc des militants, cette approche libérale du développement durable ne suffit plus et il faudra désormais donc prendre des mesures beaucoup plus contraignantes et beaucoup plus efficaces. Et ça passe par une prise de conscience donc de la situation globale. Je me souviens à l'époque, quand j'étais moi-même étudiant, les Verts avaient un slogan qui disait penser globalement, agir localement. Alors là, il est temps vraiment de l'appliquer selon les tenants, donc de l'écologisme radical. Et pour cela, on est prêt à poser des gestes qui vont défier les autorités, notamment comme l'avait fait d'ailleurs Stephen Guilbeault, donc à poser des affiches de sensibilisation sur des buildings, s'enchaîner à des arbres qu'on voudrait couper, par exemple. Bref, pour l'écologisme libéral, l'heure est grave, pour l'écologisme radical, dis-je, l'heure est grave, et il faut se rendre compte que
Un système global qui réduit les écosystèmes à des ressources, et je cite votre bouquin, donc à des ressources économiques exploitables, c'est très dangereux. Donc ce modèle exploiteur, aujourd'hui imité un peu partout dans le monde, ne sera plus viable longtemps, surtout lorsque la population de notre planète atteindra, au milieu du présent siècle, les 9 ou 10 milliards de terriens. Et donc, et ça, on le voit par exemple avec Bolsonaro au Brésil, qui est en train de couper au profit donc d'entrepreneurs qui veulent construire des supermarchés, est en train de raser l'Amazonie, donc ce que d'aucuns appellent le poumon de la planète. Donc, cette prise de conscientisation, elle est effective, mais il reste encore évidemment énormément, du point de vue écolo, beaucoup de chemin à faire. Voilà, donc c'était pour la petite capsule sur l'écologisme. À bientôt.